Voilà, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la 5e session d'information à propos de l'élection sociale et je vais vous parler aujourd'hui de quelques positions clés que vous allez retrouver dans le cadre des élections. Nous voyons donc aujourd'hui les différentes positions que vous voyez ici: ouvrier, employé, jeune, cadre, dirigeant, conseiller en prévention. Vous verrez que pour certains, comme par exemple pour les cadres, la définition, du moins la loi, est relativement, je dirais, vague, mais on va quand même vous donner quelques éléments pour vous diriger en la matière. Tout d'abord, le personnel dirigeant. Alors, l'importance dans la procédure électorale fait que ce sont les personnes qui vont se trouver du côté du banc patronal, du côté de l'employeur. C'est eux qui vont représenter l'employeur dans les différents organes, entre autres donc dans le conseil d'entreprise et le comité. Retenez qu'ils sont pris en considération pour le seuil d'occupation, bien sûr s'ils sont liés à un contrat de travail, puisque c'est une des conditions essentielles en matière d'élection sociale. On va aussi en tenir compte quand il s'agira de déterminer le nombre et la répartition des mandats, sachant que les dirigeants sont ajoutés au nombre des cadres, dans la mesure où cadre il y a, et évidemment uniquement pour le conseil d'entreprise, et si ce n'est pas le cas, ils seront rajoutés aux employés. Ils ne peuvent pas être candidats, ils ne peuvent pas évidemment représenter les travailleurs, et n'ont pas le droit de vote. Alors la loi définit les dirigeants sur base de deux niveaux, niveau 1 et niveau 2. Vous remarquez tout de suite, on parle des personnes, et c'est même personnes au pluriel. Et ces personnes sont chargées de la gestion journalière. Le concept n'est pas exactement le même que celui des sociétés qui est prévu par le droit des sociétés commerciales, puisque ici, on va viser l'effectivité. Donc, on va viser vraiment la personne qui est en charge de la gestion journalière de l'entreprise. Ça suppose aussi que le dirigeant d'entreprise est autorisé à engager l'entreprise. Donc, il est capable de décider éventuellement en séance d'engager l'entreprise. Il représente l'employeur. Il peut engager l'entreprise durant les réunions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. À ce niveau-là, on peut être soit salarié, soit indépendant. Les deux sont possibles. Si on n'est pas indépendant, je dirais lié à l'entreprise, éventuellement par une désignation au niveau des statuts, il faut prévoir une procuration spécifique de la part de l'entreprise, éventuellement du conseil d'administration ou du gérant, pour que la personne qui présiderait le conseil ou le comité puisse engager l'entreprise. Le deuxième niveau, ce sont des personnes, et cette fois-ci sous contrat de travail, donc ça, il n'est plus question d'y voir apparaître des indépendants, donc des personnes qui sont sous contrat de travail par rapport à l'entreprise et qui sont immédiatement subordonnées au niveau 1, donc il y a un lien direct, et qui vont exercer une partie de la gestion journalière. Donc il est clair qu'ici, ces personnes-là ne sont pas entièrement chargées de la gestion journalière, mais vont exercer une partie seulement. Un exemple très facile et très classique, c'est le directeur des ressources humaines qui va pouvoir agir et engager l'entreprise dans toutes les matières qui concernent le personnel. Pour peut-être un peu préciser la gestion journalière, je l'ai déjà dit, c'est une gestion effective, autonome et permanente. Donc ça veut dire que quelqu'un qui viendrait de manière tout à fait ponctuelle et non permanente ne va pas rentrer en considération. Retenez qu'il faut interpréter tout ça de manière limitative. Il n'est pas question d'en faire une extension, je dirais, importante. C'est en tout cas la décision et la direction qui est donnée en cette matière par les cours et tribunaux. Quelques indices pour voir qui serait personnel dirigeant ou pas. Alors, des indices qui ne seraient pas à retenir, le simple titre de la fonction. Bon, c'est clair que quand on dit un directeur général, il y a des chances qu'il le soit, mais ce n'est pas un élément essentiel et définitif. La rémunération ou le grade de l'ancienneté ne sont pas non plus des éléments définitifs et à retenir a priori pour déterminer si quelqu'un est dans le personnel dirigeant. Le fait d'avoir été repris par le passé lors d'élections sociales précédentes comme dirigeant n'est pas non plus un argument définitif, pas plus que le diplôme
Ce sont des indications qui déterminent définitivement le fait qu'on n'appartienne ou pas au personnel dirigeant. Alors, des éléments qui sont retenus fréquemment par la jurisprudence, c'est la place dans l'organigramme. Donc on reprend l'organigramme, on analyse l'organigramme de l'entreprise. Et un élément évidemment tout à fait fondamental, c'est la fonction qui est réellement exercée par la personne. Donc on ne fait pas nécessairement place au titre, mais bien à ce que les personnes font au quotidien. Quand doit-on estimer les fonctions dirigeants et puis les personnes elles-mêmes? Eh bien, le moment d'évaluation des fonctions, je parle bien des fonctions dirigeantes, eh bien, ce sera à x-35. Bon, éventuellement, au moment du recours, s'il y a un recours de la part de l'employeur, à ce moment-là, on va déterminer les fonctions que l'on va considérer comme étant des fonctions dirigeantes. Pour ce qui concerne les personnes qui sont derrière ces fonctions, eh bien, ce sera au jour X que l'on va mettre des noms derrière les fonctions que l'on a déterminées quelque temps auparavant. Deuxième catégorie importante dans ce qui nous occupe donc, en matière d'élection sociale, c'est la notion de cadre. Alors retenez tout de suite que la notion de cadre n'a rien à voir avec la notion de cadre que l'on utilise généralement dans les entreprises, qui sont une notion non pas illégale, mais je dirais extra-légale, qui n'est pas prévue par la loi. La loi sur l'élection sociale prévoit ce concept de manière tout à fait spécifique. Malheureusement, vous verrez cette façon de prévoir où la définition qui est donnée est un peu vague. Alors, depuis 1987, les cadres, donc cette catégorie spécifique, bénéficient, dans certaines conditions, d'une représentation particulière dans l'entreprise, mais cela uniquement au niveau du conseil d'entreprise. Pour ce faire, il faut au minimum 15 cadres au jour X, en dehors, donc on ne compte pas à ce moment-là les dirigeants d'entreprise. En ce qui concerne le comité, puisque je dis que c'était uniquement pour le conseil d'entreprise, en ce qui concerne le comité, ils vont redevenir des employés. Donc il n'y a pas de représentation distincte des cadres au niveau du comité. Retenez que le fait d'être représenté particulièrement a comme conséquence qu'il y aura des mandats en plus au niveau du conseil. Alors, quand on dit mandat en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, concrètement, si on est entre 15 et 100 cadres dans l'entreprise, il y aura un mandat qui leur sera attribué au niveau du conseil d'entreprise. Et si on est à plus de 100 cadres, à ce moment-là, ce sera 2 mandats disponibles. Retenez, et ça c'est une particularité par rapport à 2012, on va compter les dirigeants dans le nombre de 100 dont je viens de parler. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la définition de cadre est une notion qui vient de la loi, mais malheureusement, c'est une définition qui est quand même fort vague. Premier élément, on parle d'employé. Ça, c'est relativement simple. Le statut unique n'a pas changé les choses en la matière, donc ça doit bien être un employé, c'est une première chose. Deuxième chose, ce sont les personnes qui ne font pas partie du personnel dirigeant, c'est-à-dire les deux niveaux qu'on a définis tout à l'heure, le niveau 1 et niveau 2, ne peut pas contenir de cadre. Donc les cadres ne se trouvent pas là. Alors où ça devient un peu plus flou, on dit qu'ils exercent une fonction supérieure dans l'entreprise. Alors, bon, évidemment, la notion de fonction supérieure dans l'entreprise, c'est quelque chose déjà d'un peu plus relatif. Et, vous verrez, on descend un peu plus encore dans l'ambiguïté ou de la difficulté. C'est une fonction supérieure qui est réservée aux titulaires d'un diplôme de niveau déterminé ou aux personnes qui disposent d'une expérience professionnelle équivalente. Donc là, vous voyez avec moi qu'effectivement, c'est assez flou pour définir ce qu'est un cadre. Première chose à signaler concernant cette définition floue, vous allez dans un premier temps, à X-60, donner quelles sont les fonctions de cadre, les fonctions qui sont remplies par des cadres, et il y aura concertation. Donc effectivement, même si vous trouvez un peu dans le flou à ce niveau-là, il y aura concertation avec le CEPPT, voire avec la délégation syndicale ou les travailleurs, pour vous mettre d'accord pour dire qui n'est ou n'est pas cadre dans l'entreprise. Donc, même s'il y a un certain flou en matière de définition, à un moment donné, ce sera quand même quelque chose qui va être arrêté et défini au niveau de votre entreprise.
des critères qui peuvent quand même vous aider, qui ont été déterminés par la jurisprudence. Disons d'abord les critères négatifs, donc ceux sur lesquels vous ne pouvez pas vous fonder uniquement. C'est le titre et la fonction ou la catégorie salariale à laquelle la personne appartient. Éventuellement, un lien, un ratio entre les cadres et les employés. Ce n'est pas un argument que vous pouvez retenir de manière définitive. Et il est clair que vous ne pouvez pas faire référence, et ça c'est tout à fait évident, pas faire référence à la loi sur le travail, sur la durée du travail, dans lequel on définit le poste de direction et de confiance. Ce n'est pas un indice suffisant pour déterminer que cette personne est cadre. Alors, ce qui peut être retenu, c'est fonction de l'entreprise. Il est possible qu'en fonction de l'entreprise elle-même, quand on se trouve face à des entreprises internationales ou de haute technologie, on peut avoir une aide quand on considère le diplôme spécifique. L'organigramme, très clairement, la fonction elle-même et la classification qui a été faite, et comme une part de définition, le pouvoir de décision. Donc le cadre A, c'est pas comme le niveau 1, le niveau 2, mais elle va quand même prendre des décisions et des responsabilités dans l'entreprise. Donc il est évidemment à un niveau intermédiaire. Alors des éléments qui peuvent être repris, c'est le pouvoir autonome, un pouvoir autonome sur le personnel, un pouvoir d'initiative et une fonction d'encadrement, donc l'exercice d'un pouvoir hiérarchique vis-à-vis d'autres personnes sont des éléments que vous pouvez prendre en considération pour déterminer si on est face à un cadre ou pas. Quand doit-on évaluer le fait d'être cadre ou pas? C'est comme pour les personnels de direction. Donc les fonctions d'encadrement seront déterminées à X-35 ou éventuellement au moment du recours si recours il y a. Et c'est au jour X que l'on va mettre des noms derrière ces fonctions. De nouveau, c'est le jour X ou au moment du recours si recours il y a. Alors, si on se trouve dans une entreprise où il y a 15 cadres ou plus, les candidats qui vont pouvoir remplir ce mandat ou ces deux mandats, en fonction du fait qu'on est en dessous ou au-dessus de 100, sont évidemment les organisations représentatives des travailleurs reconnues, la CCFGTB ou CGCLB, plus deux possibilités, la Confédération nationale des cadres, ou voire même une liste maison de cadres dans l'entreprise. Bon, ce n'est pas évidemment quelque chose qui est très courant, mais c'est quelque chose qui a été prévu par la loi. Donc les cadres, s'ils sont suffisamment nombreux dans l'entreprise, et c'est une liste maison peut être établie qui doit être supportée par minimum 10% des cadres de l'entreprise pour représenter, je dirais de manière autonome, des candidats pour remplir le mandat prévu, ou les mandats prévus au niveau du conseil d'entreprise. Faites attention, la Confédération nationale des cadres ne doit pas être confondue avec le groupement national des cadres, qui est en fait une partie, une division de la CSC, bon, de la CNE, de la CC de manière générale, mais la CNE en particulier. Donc ce ne sont deux instances qui n'ont pas de lien entre elles. Et dans l'hypothèse où la CNC propose des cadres, il ne faut pas confondre avec une organisation représentative des travailleurs. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Je vous ai dit qu'il était possible dans une entreprise d'avoir une liste maison de cadres, mais c'est donc une organisation informelle qui va vous proposer des candidats. Les syndicats traditionnels et la CNC ne va pas intervenir pour proposer ces candidats. Et il faut que cette organisation informelle au niveau d'entreprise ait le soutien écrit de 10% des cadres. C'est ce qu'on appelle donc une liste maison. Troisième catégorie de personnes de position dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est le conseiller en prévention. Alors, première chose, on parle du conseiller en prévention du service interne. Clairement, si vous avez un conseiller en prévention du service externe, il n'est pas appelé à intervenir au niveau des organes représentatifs, en tout cas en matière d'élection, organes représentatifs.
Sachant, retenez aussi que le conseiller en prévention est de plein droit membre du comité. Il est le secrétaire du comité de prévention et de protection. Donc il y participe de toute façon. Alors, la présence du conseiller en prévention est prévue par la loi sur le bien-être au travail et il fait partie de ce qu'on appelle le service interne de prévention et de protection au travail, donc le SIPPT. Bon, vous savez aussi que les conseillers en prévention sont, je dirais, pluriels, puisqu'on a un conseiller en prévention en matière de sécurité, un conseiller en prévention médecin du travail et un conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux qu'on appelait jadis pour la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail. Alors ces personnes-là, de par leur fonction, doivent être indépendantes tant par rapport à l'employeur que par rapport aux travailleurs. Donc ils ne vont pas pouvoir ni se présenter et le cas échéant, s'ils combinent une fonction dirigeante, ils pourraient être quand même repris sur le banc de l'employeur, mais évidemment pas au niveau du comité, parce qu'à cet endroit-là, il est un membre de droit du comité. Je vous ai donc qu'il ne peut pas être délégué patronal ni représentant du travail, ne peut pas être délégué patronal ni représentant d'un travailleur, ni au conseil d'entreprise ni au comité. Là, c'est un élément, voilà, c'est le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au comité, c'est très clair puisqu'il est secrétaire, mais je ne suis pas sûr personnellement qu'il ne pourrait pas être délégué patronal au niveau du conseil d'entreprise dans la mesure où il aurait ici une fonction de direction. Bon, laissons cette question en suspens, je ne vais pas vous donner une information qui ne serait pas précise. Alors, il ne peut pas être candidat, ça c'est très clair. Hein. Il peut prendre part au vote comme n'importe quel travailleur et en tant que tel, il sera repris sur les listes électorales. Attention, depuis l'année prochaine, depuis 2016, la personne de confiance est l'équivalent du conseiller en prévention, donc est soumise aux mêmes restrictions que celui-ci. Voilà, j'espère que les éclaircissements, et je suis conscient que pour certaines définitions, c'était un peu peut-être flou pour vous, mais voilà, nous ne sommes pas équipés de par le législateur. C'est vrai qu'il y a parfois de la jurisprudence qui nous aide ou éventuellement des textes qui proviennent des autorités, mais je suis donc conscient qu'effectivement ce n'est pas toujours facile de déterminer quelles sont les fonctions, quelles sont les personnes, mais je me répète, le fait est que vous allez devoir avoir une concertation avec les organes ou avec les travailleurs, et sur cette base-là, vous aurez une réponse définitive. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à la prochaine session d'information. À bientôt.